On a tous connu, on a tous vu, on connaît tous l'exemple d'une pièce de théâtre comique. On est dans la salle, les gens sont en train de jouer sur la scène, et à un moment donné, parfois, il y a un brouhaha qui se produit dans la scène, dans la salle. Une petite agitation. Et pendant un moment, on ne sait pas si ça fait partie du spectacle ou qu'est-ce qui se passe, etc. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, le spectateur qui produit cette agitation, en fait, fait partie du spectacle. D'accord? Donc c'est des effets comiques assez courants. La différence entre le théâtre et les médias, c'est qu'au théâtre, on finit par te le dire, que le type qui prétendait être un spectateur était en réalité un acteur. Et maintenant, c'est là où je veux en venir, c'est que de plus en plus, et même aujourd'hui ouvertement, les médias ne sont plus, les grands médias, ne sont plus dans le rôle du spectateur s'ils l'ont jamais été, faisant semblant d'observer la scène politique et de nous la rapporter, sont devenus en réalité des acteurs à part entière. Dans les médias professionnels, ils commencent comme des professionnels et finissent comme des militants, alors que dans les médias alternatifs, ils commencent comme des militants pour lancer le média, mais ils deviennent de plus en plus professionnels au fur et à mesure qu'ils avancent. C'est-à-dire que la courbe de fiabilité commence légère au fur et à mesure, commence à s'inverser, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on est des militants, mais on est des militants qui avons un attachement à la vérité, un attachement aux faits, un attachement à une certaine refus de deux poids deux mesures, par exemple, que chez eux, ce n'est pas leur préoccupation principale. Les gens se croient beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sensibles à la vérité que ceux qui sont en réalité. Lorsque l'on tente, nous, dans notre média, c'est même pas des ouvertures, c'est juste une introduction logique d'un point de vue dans une condition, dans des circonstances données, et on se rend compte que les gens réagissent parfois avec violence, et on t'accuse d'être pro, je sais pas quoi, alors que c'est de l'information, en fait. Et on se rend compte que lorsque tu mets, et je pense que la plupart des gens seraient comme ça, si tu leur mets devant les yeux un véritable média, un média qui fait son travail sans se poser des questions, sans tabou, sans prise de tête, en disant tiens, je vais faire un travail, je vais donner la parole à ceux qui ont quelque chose à dire ou qui sont représentatifs de quelque chose, le plus large possible, et non pas dans cet étroit cadre, style France Inter, du politiquement correct qu'on nous impose, mais dans un véritable cadre en enlevant les franges de haine pure et de militantisme pur, pourquoi pas, mais quand même un débat large, je me rends compte que les gens seraient, à mon avis, réagiraient comme des aveugles qui retrouveraient la vue. Leur premier réflexe, ce serait de fermer les yeux devant le choc que ça leur produirait. Une des premières lois mécaniques, c'est la vitesse de l'information va à l'encontre de la vérité. Plus l'information va vite et plus elle est fausse. Il y a une règle incontournable, une contrainte physique, mécanique, qui pour moi, qui est que le mensonge s'accommode parfaitement avec la vitesse, alors que la vérité exige du temps. Je constate, logiquement, que si la vérité est compliquée à trouver et que le mensonge est facile à énoncer, à formuler, il s'ensuit que détecter un mensonge est quand même plus facile que de trouver la vérité. Donc, règle numéro 1, détecteur de mensonges à mettre en place. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un détecteur de mensonges, sachant que le détecteur, c'est notre cerveau, et que c'est notre cerveau qui est justement victime des mensonges. Donc, c'est paraît être un processus assez compliqué. Et comment savoir qu'on ne sait pas? Et comment détecter, etc. Donc, moi, j'ai intuitivement mis en place un mécanisme dans mon esprit qui vaut ce qu'il vaut. Je suis parti de l'image des astrophysiciens quand ils examinent le ciel. Ils nous parlent de ces objets célestes qui sont des trous noirs, qui par définition, les trous noirs duquel rien ne s'échappe, même pas la lumière. Donc, par définition, on ne peut pas les voir. Donc, comment on sait qu'ils sont là puisqu'on ne peut pas les voir? Donc, comme ils font, c'est qu'ils le détectent par le comportement des objets environnants. D'accord? Lorsqu'un objet environnant se comporte de manière inhabituelle, ils savent qu'il y a quelque chose là qui est en train de le influencer ça. Donc voilà un trou noir. Il y a ce qu'ils appellent un trou noir. Ok. Maintenant, il s'agit de détecter les trous noirs de l'information. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de détecter un mensonge tout seul, c'est des comportements et par des comportements inhabituels auxquels il faut faire attention que tu vas finir par repérer le mensonge médiatique, le trou noir de l'information. Alors je les ai classés intuitivement en deux catégories. Il y a les premiers que j'appelle des comportements atypiques,
ou des comportements contre nature. Alors le comportement atypique, c'est quoi? C'est lorsqu'un journaliste ou un journal ou un média viole ses propres lois. C'est-à-dire que tous les médias fonctionnent un peu, grosso modo, si tu commences à discuter avec un journaliste ou si les lecteurs commencent à écrire à la rédaction pour protester, ils vont te répondre, nous, c'est simple, nous, on est pour l'équité du temps de parole, on est pour l'objectivité, etc. C'est ce qu'ils disent tous. Mais force est de constater que dans certains cas, mais il faut se fixer là-dessus, que dans certains cas, ça ne les touche pas plus que ça. Exemple typique que je présente souvent, pendant la guerre en Irak, contre lequel la France n'était pas en guerre, est-ce qu'on a entendu ne serait-ce qu'une seule fois, une seule, un interview de membres de la résistance irakienne contre l'occupation américaine? Jamais. Comportement anormal, ça aurait été d'un autre pays, on l'aurait entendu. C'est un comportement atypique. Donc, il y a quelque part là, c'est comme un capitaine d'un navire qui fait semblant de maintenir le cap, mais qui discrètement fait changer sa narrative. Il faut le détecter en disant, eh oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous n'êtes pas en train de respecter vos propres règles. Il va dire, mais si, mais quoi, de quoi vous parlez? Il dit, mais vous ne l'avez pas interviewé. Ah. Et donc il y a un problème, c'est qu'il veut éviter un mur, il veut éviter quelque chose. Donc ça se désigne, ça ne révèle pas la vérité, mais ça te désigne un mensonge en cours, d'accord? Et puis il y en a d'autres comme ça, il y a les... comment j'appelle l'autre comportement atypique et les ruptures narratives. Alors les ruptures narratives, ça c'est difficile à détecter dans un premier temps, parce que tellement lorsqu'on est collé aux informations, et on n'arrive pas à les détecter. Mais il faut en fait prendre un certain détachement, et lorsqu'on prend un détachement, lorsqu'on se détache des médias, les ruptures narratives deviennent cruellement évidentes. Une des fameuses ruptures narratives historiques des années récentes, c'est les talibans en Afghanistan. Il fut un temps où c'était des héros. On les présentait aux informations, on les présentait à la télé, littéralement d'une image dont je me souviens, avec un soleil couchant et un taliban avec une lance-rocket Stinger sur l'épaule, avec un soleil couchant derrière lui, en train de prendre la pause. Et un jour, ils sont devenus des ennemis. Si je pose la question aux gens, quand est-ce qu'ils sont devenus des ennemis et pourquoi précisément, ils n'en ont plus aucune idée. Mais ils se souviennent effectivement, en y réfléchissant, parce qu'il faut les obliger à y réfléchir, qu'à une époque, ils étaient les méchants et qu'un jour, ils sont devenus des héros. Alors, ils étaient des héros et qu'un jour, ils sont devenus des méchants. Donc, c'est une rupture narrative des plus classiques. Et on en voit comme ça assez régulièrement, il se passe des choses comme ça dont on ne parle plus et que la version a changé. Et les gens... Le meilleur moyen souvent de le pointer du doigt, c'est simplement de rappeler aux gens, de les obliger à réfléchir sur une certaine image du passé. Et les bribes d'informations leur reviennent, mais tu te rends compte qu'en fait les gens ne sont pas spécialement attachés, ils gardent juste une image, et c'est généralement la dernière image qui est imprégnée. Donc lutter contre la désinformation, les ruptures narratives et les comportements atypiques sont en tout cas des sonneurs donneurs d'alerte, des lanceurs d'alerte intellectuels qui permettent de se dire « Ah, il se passe quelque chose ». Ça consiste en grosso modo à prendre un événement et à inverser les acteurs en disant « Que diraient les médias si ?» Que diraient les médias si les manifestants étaient au Venezuela, étaient en fait des communistes en Angleterre pendant un mois, que diraient, etc., etc. Et on verrait que, en fait, rapidement, et on se rend compte rapidement que leur opinion changerait de tout au tout. Donc ça, c'est un autre élément qui permet de détecter le mensonge médiatique, en tout cas le trou noir de l'information, c'est le deux poids, deux mesures et l'inversion des valeurs.